Oh yeah, exactly. I'm in the teacher, but I don't have yeah. Just still. My brain's gonna be I just didn't know what it said. Yeah. I kind of on va commencer bientôt. Quand t'es prêt, Bonjour tout le monde. Est-ce que tout le monde est là? Allô, allô? Testez, vous? Bon. Bonjour tout le monde. Bienvenue à la 3e édition de la manifestation syndicale de la fête du travail. Ça coupe un peu. Il y a vraiment de l'écho. Alright. Bon, bienvenue tout le monde à la 3e édition. Hey, change les batteries dans ton Petit problème technique. C'est les batteries? C'est peut-être juste trop loin. Un petit instant. Tu vas t'approcher du câble. Je te dirais, rapproche-toi, t'es peut-être trop loin. On recule. On recule pas! Alright. Bon, fait que c'était une feinte. Je vois que vous êtes tous tombés dans le panneau. Parfait. Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue à la 3e édition de la manifestation syndicale de la fête du travail. Donc, moi, je m'appelle Manuel. Je suis membre du syndicat SCFP 2850. Puis, je suis aussi un militant de la riposte syndicale. Et c'est avec un grand honneur que je vous présente donc cette 3e édition. Et avant de passer au discours, j'aimerais vous faire une courte introduction de c'est quoi cette manif-là. Donc la fête du travail, c'est une fête qu'on qualifie souvent de fête patronale. Des fois, on entend que cette fête aurait été créée et que le férié aurait été accordé pour distraire de la fameuse fête des travailleurs et des travailleuses du 1er mai. Donc au lieu d'avoir un férié pour fêter les travailleuses et les travailleurs, ceux qui produisent tout dans notre société, les boss préféraient qu'on célèbre la fête du travail, autrement dit qu'on célèbre le travail. Pour les gens qui participent à cette première manif, pour la première fois, j'aimerais mettre au clair qu'on n'est pas ici pour célébrer une fête patronale. Au contraire, cette manifestation-là a pour but de nous réapproprier cette fête et de la transformer en une tradition incontournable du syndicalisme militant. En fait, peu importe son origine, ce congé férié est une conquête du mouvement syndical. Il nous appartient, donc transformons-le à notre image. Aujourd'hui, on ne fait pas le travail, on rappelle aux boss que sans nous, ils sont impuissants, qu'il n'y a pas de travail sans travailleurs et sans travailleuses. À ce sujet, je suis bien content de constater que les efforts ont porté leurs fruits. Chaque édition est meilleure et plus grande que la précédente. À mon dernier décompte, il y a cette année 27 groupes endosseurs, des syndicats et des organisations militantes de toutes sortes. Et comme pour les éditions précédentes, la manifestation de cette année s'est organisée autour de 3 grands slogans principaux que j'aimerais prendre la peine de vous expliquer. Donc pour commencer, le système capitaliste écrase les travailleurs et les travailleuses de tout son poids. Parmi ces symptômes les plus flagrants, on peut penser à la crise du logement, à l'inflation, à la baisse des salaires réels. Le mouvement syndical est né dans une lutte contre ce système et dans la lutte contre toutes les injustices qui viennent avec. C'est pourquoi, encore cette année, nous disons contre le capitalisme. Les
travailleurs et les travailleuses à temps partiel. Allô? Allô? Bon, ben, les travailleurs et les travailleuses à temps partiel, occasionnel et sur appel et à la demande, les gig workers, sont mal protégés par le régime d'assurance-emploi actuel qui est loin d'être juste et universel. Le mouvement syndical et communautaire se doit de lutter pour protéger les précaires. C'est pourquoi, cette année, nous disons travail, chômage, deux côtés de la même médaille, solidaire avec les précaires. Après des décennies de stagnation des salariés, s'ajoute maintenant une inflation qui monte sans cesse. Chaque mois qui passe, les travailleurs et les travailleuses voient leur pouvoir d'achat baisser. Et ça n'affecte pas tout le monde de la même manière. Les patrons, de leur côté, font des profits comme jamais. Un rattrapage salarial et l'indexation des salaires au coût de la vie sont plus que jamais nécessaires et les méthodes du syndicalisme de combat vont nous permettre d'y arriver. Et c'est pourquoi cette année, nous disons, faisons payer les patrons pour l'inflation, rattrapage et indexation. Merci. Maintenant que j'ai présenté les slogans, j'aimerais donner la parole à Fanny Labelle qui représente le mouvement Action Chômage. Merci. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Vous êtes quand même un peu en colère comme moi. J'espère que vous êtes ici. Fait que dans le fond, depuis 2 ans, là, avec la pandémie, le gouvernement Trudeau avait mis des mesures d'assouplissement pour que les gens aient plus accès au chômage. Fait que pendant la pandémie, ce même gouvernement-là a admis en fait que le régime d'assurance chômage actuel était un échec là, puis qui ne permettait pas de protéger les travailleurs et les travailleuses. Fait qu'il nous a promis une réforme, je ne sais pas si vous l'avez vu encore, moi je la cherche. Puis avec ça, l'affaire c'est que le 25 septembre, on va retourner à la loi originale, si vous voulez, la loi pré-pandémie. Fait que cette loi-là, elle exclut 60% des chômeurs et des chômeuses. Fait que même si tous les travailleurs sur leur slip de paie cotisent à l'assurance-emploi, ben les règles font... Allô? OK. Bon. Les règles font en sorte que c'est pas tout le monde qui a accès au chômage quand ils perdent leur job. Fait que c'est la même loi qui fait en sorte que les travailleurs et les travailleuses saisonniers ont pas de prestations pendant des semaines avant que la nouvelle saison recommence. Ça s'appelle le trou noir. Puis c'est une descente vers la pauvreté pour ces gens-là. C'est la même loi qui exclut les femmes qui sortent d'un congé de maternité. Ceux et celles qui travaillent à temps partiel, puis ça, on va se le dire, c'est souvent les femmes avec les responsabilités familiales. Fait que moi, je me demande, qu'est-ce qui fait notre bon gouvernement féministe avec ça? Ben rien, il revient au statu quo. Ça fait que dans 20 jours, on condamne les travailleurs et les travailleuses à un aller simple vers la pauvreté. Déjà que 55% de son revenu en prestations, on est à une bad luck de ne pas s'en sortir. Aujourd'hui, tout coûte cher. Vous êtes là, évidemment, pour lutter avec le slogan contre l'inflation. Fait que les loyers, le gaz, la bouffe. L'inflation, ça touche tout le monde, mais particulièrement les précaires, particulièrement les chômeurs et les chômeuses. Fait qu'il est temps qu'on ait un vrai régime qui protège les travailleurs et les travailleuses. Il est temps qu'on ait un taux de prestation à 70% avec un plancher à 500$. Que ça soit 50 semaines pour tout le monde. Il est temps que pas avoir de job, ça veut pas dire être pauvre. Il est temps qu'on arrête de séparer la lutte pour le droit au chômage à la lutte pour le droit à des bonnes conditions de travail, parce que comme le slogan dit, c'est deux côtés d'une même médaille. Puis là, j'entends déjà les commentateurs de droite dire une lutte pour le chômage quand il y a une pénurie de main-d'œuvre. Ben oui, parce que c'est pas juste une simple équation mathématique, on compte le nombre de chômeurs, puis on compte le nombre de postes à combler, puis on les met dans ces postes-là. T'sais. Nous, au MAC, on pense que les gens ont le droit d'avoir le temps de choisir une job qui leur convient, qui convient à leurs compétences, au salaire qu'ils ont besoin, puis aux responsabilités familiales qu'ils doivent assumer. Fait qu'on a le droit de se trouver une job justement qui nous convient, puis pas juste une job qui va nous servir à payer des billes. Fait que travail et chômage, c'est deux côtés de la même médaille. Défendre le droit à un régime juste et universel, c'est augmenter le rapport de pouvoir des travailleurs et des travailleuses et améliorer les conditions de travail. Si les boss peuvent toujours nous faire peur avec la possibilité qu'on va se retrouver sans revenu, on est mal pris.
Fait qu'aujourd'hui, on marche, on est des groupes de tous les milieux, là, des communautaires, syndicales, d'autres groupes plus révolutionnaires, parce que c'est assez de se faire manger la laine sur le dos. Fait que travailleurs, chômeurs, même combat, même lutte. Merci! Merci beaucoup, Fanny. Ça donne vraiment le goût de manifester. Alright, maintenant je donnerai la parole à Catherine Beauvais-Saint-Pierre, présidente de l'Alliance des professeurs et des professeurs de Montréal. Merci. Bonjour tout le monde. Alors, malgré la pénurie de personnel dans plusieurs champs d'éducation, des profs de certains milieux vivent encore beaucoup de précarité. On pense particulièrement aux profs de l'éducation aux adultes. On a la responsabilité, comme travailleuses et travailleurs syndiqués du milieu de l'éducation, d'utiliser notre force d'organisation pour dénoncer les protections sociales exécrables dont disposent les travailleuses et travailleurs occasionnels, notamment au regard de l'assurance-emploi. L'Alliance des profs, c'est une organisation qui est toujours devant des luttes collectives. Elle se bat non seulement pour améliorer les conditions de travail des profs, évidemment, mais elle se bat aussi pour l'école publique, pour l'école montréalaise et pour un système d'éducation plus juste. Le capitalisme est un frein au déploiement d'un système d'éducation juste et équitable. Nos établissements scolaires sont en décrépitude, que ce soit des souris qui se promènent dans les couloirs, des coquerelles dans le salon du personnel, des bouts de plafond qui tombent, des murs de briques qui tiennent avec un filet ou des fontaines d'eau condamnées. Chaque prof de Montréal a une anecdote à raconter. On laisse nos écoles se détériorer depuis des décennies. Si la place qu'occupe l'éducation dans la société québécoise est à l'image de ces bâtiments, on a de quoi s'inquiéter. La pénurie de personnel due à nos conditions de travail et le sous-financement des écoles ont des conséquences directes sur nos élèves. Plusieurs ne reçoivent pas l'aide et les services dont ils ont besoin pour apprendre et pour réussir. Et ce manque de services, évidemment, ajoute une bonne grosse couche sur les épaules de nos profs qui doivent pallier et toujours tenter d'en faire plus avec moins. Les conditions de travail des enseignantes et des enseignants sont plus difficiles qu'elles ne l'ont jamais été. La composition de la classe est lourde. Il est de plus en plus difficile de faire notre travail et ce pourquoi on a été formés, c'est-à-dire enseigner. Les profs sont constamment déchirés entre les besoins de leurs élèves, ce qui les oblige souvent à faire des choix déchirants. Certains profs y perdent leur santé, quand d'autres décident tout simplement de quitter la profession. Les profs paient, mais les élèves aussi, et en bout de ligne, la société aussi. À ça s'ajoutent évidemment les salaires. Le salaire des profs en début de carrière n'est pas à la hauteur de la profession qu'ils exercent et des responsabilités qu'ils ont. Il n'est pas non plus à la hauteur du diplôme universitaire qu'ils détiennent. Et en plus, ça prend de nombreuses années pour atteindre le sommet de l'échelle. Depuis plusieurs années, les augmentations salariales ne suivent pas la hausse du coût de la vie, comme dans plusieurs domaines évidemment. Donc la conséquence, les profs perdent du pouvoir d'achat, alors que leurs conditions de travail s'alourdissent. Et même si certains jeunes élèves aiment penser que les profs habitent à l'école, les profs doivent aussi se loger. Et avec la hausse des prix du logement, à Montréal, il est de plus en plus difficile d'habiter près d'où on enseigne, et donc les profs s'éloignent de leur milieu de travail, ce qui a inévitablement des conséquences sur leur conciliation famille-travail et vie personnelle. Tout le monde subit les conséquences du capitalisme, les profs, les élèves, les parents et toute la communauté. Plusieurs profs fuient la profession, plusieurs élèves n'ont pas ce dont ils ont besoin pour réussir à leur plein potentiel, et plusieurs parents délaissent l'école publique pour se tourner vers l'école privée. L'école privée. Au Québec, notre école à 3 vitesses incarne l'emprise du capitalisme sur notre société. Plusieurs parents qui en ont les moyens et d'autres qui décident de faire de nombreux sacrifices se tournent vers l'école privée. Des bâtiments en état, des classes homogènes, des installations sportives impressionnantes. Et la grande majorité de ces écoles sélectionnent leurs élèves, donc les élèves HDA sont donc écartés la plupart du temps, en plus de ceux qui n'ont pas les moyens d'en payer les frais. L'école publique réagit pour garder ses élèves. On multiplie les programmes pédagogiques particuliers.
Plusieurs parents se tournent ainsi vers ces programmes qui, pour plusieurs, trient encore une fois les élèves sur le volet. La loi encadrant les contributions des parents en éducation, qu'on appelait le projet de loi 12, exclut d'ailleurs ces projets de la gratuité. Dans plusieurs de ces programmes, on parle donc encore de volets sélectifs et payants. Finalement, on arrive à la troisième vitesse, qui est la classe ordinaire de notre école publique. Elle n'a plus rien d'ordinaire. Ce sont évidemment ces élèves qui paient le prix de ce manque de mixité, mais aussi leurs profs, dont la charge devient encore plus lourde. Si ce modèle à 3 vitesses peut être avantageux pour certaines couches de la société et pour certains élèves, ce n'est malheureusement pas le cas des élèves en difficulté et des élèves issus des milieux défavorisés ou allophones. Le Québec a beaucoup à faire pour que tous les élèves du Québec démarrent leur parcours scolaire en partant de la même ligne de départ. Une société juste ne devrait-elle pas commencer par se doter d'une école juste? L'école publique doit devenir une priorité pour notre société et nos profs et nos élèves doivent pouvoir compter sur l'État. Merci. Merci beaucoup, Catherine. Une autre excellente raison d'être ici et de manifester. Là-dessus, j'aimerais ça passer la parole à David Clément, président du syndicat canadien de la fonction publique locale 5454, employé de la SQDC. Bonjour à tous et à toutes. David Clément, je travaille à SQDC depuis 2019. Nous, on s'est syndiqués en septembre 2019. On est allé chercher une convention de survie. Et là, depuis 4 mois, on se bat pour avoir la première vraie convention collective à SQDC. On le voit, par exemple, nos boss nous ont partis plus que précaires à 14$ de l'heure, avec les normes du travail comme condition de travail, puis en souhaitant qu'il n'y ait pas un maudit syndicat dans cette boîte-là. On leur a fait un mauvais coup, on a créé notre syndicat, on a négocié la première convention, puis ça fait 2 ans qu'on se prépare à vivre ce qu'on vit actuellement, c'est-à-dire lutter pour des conditions de vie qui font qu'à SQDC, on est capable de vivre de notre travail, pas seulement de survivre. À la signature de notre première convention collective, 3 mois après est arrivée une petite affaire, c'est-à-dire la COVID, la pandémie mondiale. Puis c'est là qu'on a vu tout le respect que nos boss avaient pour nous autres, pendant qu'eux autres étaient cachés dans des cabanes en bois rond dans les Laurentides. Nous autres, on travaillait sans purelle, sans gants, sans masque, sans plexiglas, parce que c'était bien trop de trouble pour les boss de s'assurer de notre sécurité en succursale. Si on a vu quelque chose pendant la pandémie, c'est un bon vieux slogan qu'on disait dans toutes les manifs, les boss ont besoin de nous autres, mais on n'a pas besoin des boss. Ce qu'on a vu aussi dans la pandémie, c'est que les boss sont inutiles au carré quand vient le temps d'assurer le bien-être de la collectivité. On l'a vu, c'est les travailleurs, travailleuses de l'éducation, de la santé, des services publics, puis peut-être certains qu'on a oublié de mentionner trop souvent, mais le monde de l'alimentation puis les précaires partout dans la société qui assurent des services pour qu'on puisse vivre comme il faut. Depuis le mois d'octobre 2021, on est en négo. On avait laissé une chance à notre boss en leur disant on est prêt à commencer une négo sans possibilité de moyen de pression pendant 2 mois. Comment qu'ils nous ont répondu? Ils nous ont chié d'en face en disant que nos revendications étaient idéologiques et irréalistes. On leur a donc dit, ben welcome to the club, ça va être un beau conflit. Et depuis ce temps-là, les membres de partout à travers le Québec ont jamais lâché d'affronter un boss qui est méprisant puis qui est arrogant quotidiennement. Tout ça a culminé le 13 mai, quand la SQDC a essayé de casser notre syndicat parce qu'on a osé, dans le cadre d'un moyen de pression légal, enlever notre maudit uniforme noir et porter des shorts en montrant nos mollets. C'est plus du tiers des membres de notre syndicat qui ont été suspendus sur le champ pour au moins une journée parce qu'au début, ils s'étaient attaqués aux élus syndicaux. Puis quand notre syndicat a lancé le call aux membres, solidarité, on arrive tous en short, ben Chris, tout le monde l'a fait. Les boss ont réagi, puis se sont dit, on est peut-être dans la marde. Ils savaient pas à quel point ils l'étaient parce que 4 jours plus tard, on déclenchait une grève générale dans 22 de nos succursales à travers le Québec pour s'assurer que les boss comprennent que non, on rentrait pas travailler avec des conditions minables d'une société d'État qui a les moyens de payer des bonnes conditions de travail à ses salariés.